Le silence qui suivit ces mots fut plus douloureux que n'importe quelle gifle. Autour de notre table, nos amis détournèrent le regard, gênés, incapables de croiser mes yeux emplis de larmes retenues. Mon mari venait de se lever brusquement, sa chaise raclant le sol dans un bruit strident qui résonna comme une sentence définitive dans ce restaurant élégant où nous avions l'habitude de célébrer les moments importants de notre vie. Sauf que cette fois, il n'y avait rien à célébrer. Il venait de m'humilier publiquement, me traitant de vieille et d'insupportable devant les personnes qui composaient notre cercle social depuis 15 ans. Marc partit sans un regard en arrière, laissant son manteau sur le dossier de sa chaise, comme s'il comptait revenir. Mais je savais qu'il ne reviendrait pas. Pas ce soir. Peut-être plus jamais. Mes mains tremblaient alors que j'essayais de saisir mon verre d'eau, cherchant désespérément quelque chose à faire pour masquer mon embarras. Sophie, ma meilleure amie assise à ma gauche, posa doucement sa main sur la mienne, mais même ce geste de réconfort ne put arrêter les larmes qui commençaient à brouiller ma vision. Comment en étions-nous arrivés là? Comment un mariage de 23 ans pouvait-il s'effondrer ainsi, en quelques mots cinglants prononcés devant témoins? Je repensais aux signes avant-coureurs que j'avais choisi d'ignorer. Les retards de plus en plus fréquents, les excuses bancales, les regards fuyants. Marc avait changé au cours des derniers mois, devenant distant, irritable, trouvant toujours une raison de me critiquer. Mon apparence, ma façon de parler, mes opinions, tout semblait l'agacer désormais. J'avais 48 ans, et selon lui, je ne faisais plus aucun effort. Pourtant, j'avais toujours pris soin de moi, de notre maison, de nos 3 enfants. 3 enfants qui étaient désormais adultes et vivaient leur propre vie. Thomas, notre aîné, travaillait à Lyon comme ingénieur. Emma étudiait la médecine à Paris, et Lucas, le petit dernier, venait tout juste de commencer l'université à Bordeaux. Nous étions rentrés dans cette phase de la vie que les magazines appellent le nid vide, cette période où les parents se retrouvent seuls après des années dédiées à l'éducation de leurs enfants. J'avais naïvement pensé que ce serait l'occasion pour Marc et moi de nous redécouvrir, de raviver la flamme qui nous avait unis autrefois. Mais visiblement, Marc avait d'autres projets. Le serveur s'approcha timidement, sentant la tension palpable qui régnait autour de notre table. Il demanda si nous souhaitions commander nos plats principaux. Ce fut Julien, le mari de Sophie, qui prit la parole pour nous tous, expliquant que nous aurions besoin de quelques minutes supplémentaires. Le pauvre serveur s'éclipsa rapidement, probablement soulagé d'échapper à cette scène familiale embarrassante. Je me levai brusquement, murmurant des excuses à nos amis. J'avais besoin d'air, de m'éloigner des regards compatissants et des murmures gênés. Je me dirigeai vers les toilettes, mes talons claquant sur le parquet ciré du restaurant. Une fois enfermé dans une cabine, je laissai enfin libre cours aux sanglots que j'avais retenus. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Les signes étaient pourtant là, criant même. Les parfums inconnus sur ses chemises, les sourires énigmatiques lorsqu'il recevait des messages sur son téléphone, les week-ends soi-disant professionnels qui se multipliaient. Lorsque je sortis des toilettes, après avoir tant bien que mal réparé mon maquillage, Sophie m'attendait dans le couloir. Elle me prit dans ses bras sans un mot, me laissant pleurer sur son épaule. Sophie était mon amie depuis l'université, elle m'avait vue tomber amoureuse de Marc, avait été demoiselle d'honneur à notre mariage, marraine de notre fille Emma. Elle connaissait notre histoire mieux que quiconque. Dis-moi la vérité, Sophie, suppliai-je entre deux sanglots. Tu le savais, n'est-ce pas? Tu savais qu'il me trompait. Sophie ferma les yeux, son silence valant toutes les confirmations. Je sentis mon cœur se briser un peu plus. Non seulement mon mari m'avait trahi, mais mes amis le savaient et m'avaient laissé dans l'ignorance. La trahison prenait une dimension encore plus douloureuse. Depuis combien de temps? Demandai-je d'une voix blanche. Quelques mois, murmura Sophie en évitant mon regard. Je ne savais pas comment te le dire, Isabelle. J'ai essayé de convaincre Marc d'arrêter cette folie, de penser à vous, aux enfants. Mais il était comme possédé. Il prétendait qu'il était amoureux, qu'il se sentait revivre. Amoureux. Ce mot me frappa comme une lame en plein cœur. Ce n'était donc pas juste une aventure passagère, un moment d'égarement dont nous aurions pu nous remettre. Marc était tombé amoureux d'une autre femme. Il avait construit une relation parallèle pendant que je continuais naïvement à planifier notre avenir commun. Qui est-elle? Demandai-je, surprise par le calme glacial de ma propre voix. Sophie hésita, torturant nerveusement ses mains. Elle s'appelle Mélanie.
Elle travaille dans son entreprise, au service marketing. Elle a 32 ans. 32 ans. 16 ans de moins que moi. Voilà donc pourquoi Marc m'avait traité de vieille. Il avait trouvé une version plus jeune, plus fraîche, probablement plus admirative et moins critique que l'épouse qui le connaissait par cœur et n'hésitait pas à pointer ses défauts. Cette Mélanie devait le regarder avec des étoiles dans les yeux, s'émerveiller de chacune de ses blagues, trouver fascinants ses récits de réunions d'entreprise. Elle n'avait pas encore eu le temps de découvrir ses ronflements nocturnes, sa manie de laisser traîner ses chaussettes sales, son obsession maladive pour les statistiques sportives. Je dois rentrer, déclarai-je soudain. Je ne peux pas rester ici. Sophie acquiesça et nous retournâmes à la table. Nos amis avaient commandé nos plats en notre absence, probablement pour sauver les apparences face au personnel du restaurant. Mais je ne pouvais plus rester. Je pris mon sac, saluai brièvement tout le monde, et quittai le restaurant avant que quiconque puisse protester. Une fois dehors, dans l'air frais de cette soirée de novembre, je réalisai que Marc était parti avec notre voiture. Évidemment. Il ne m'avait même pas laissé les moyens de rentrer chez moi dignement. J'appelai un taxi qui arriva 15 minutes plus tard. Pendant le trajet vers notre maison de banlieue parisienne, je fixais les lumières de la ville qui défilaient par la fenêtre, incapable de penser à quoi que ce soit. Mon esprit était comme anesthésié, refusant d'accepter la réalité de ce qui venait de se passer. Le chauffeur tenta bien quelques tentatives de conversation, mais abandonna rapidement face à mon silence obstiné. Lorsque nous arrivâmes devant chez moi, je remarquai que la voiture de Marc n'était pas garée dans l'allée. Il n'était pas rentré. Probablement parti se réfugier chez sa maîtresse, dans les bras de sa jeune Mélanie qui saurait le consoler de cette scène pénible au restaurant. Je payai le chauffeur et pénétrai dans notre maison, cette grande bâtisse que nous avions achetée ensemble il y a 15 ans, lorsque Marc avait obtenu sa promotion. Chaque pièce était remplie de souvenirs de notre vie commune. Les photos de famille accrochées au mur, les dessins d'enfants encadrés dans le couloir, le canapé où nous regardions des films le dimanche soir. Commentez de quelle ville vous regardez cette histoire et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne d'histoire. Nous publions des récits captivants chaque semaine et votre soutien nous aide énormément à continuer. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles histoires. Rejoignez notre communauté grandissante de passionnés d'histoires vraies qui touchent le cœur. Je m'effondrai sur le canapé du salon, toujours vêtu de ma robe de soirée et de mes talons inconfortables. Les événements de la soirée commençaient enfin à s'ancrer dans ma réalité. Marc m'avait quitté. Après 23 ans de mariage, 3 enfants, des centaines de projets partagés, de rêves communs, de difficultés surmontées ensemble. Il avait tout abandonné pour une femme de 32 ans qu'il connaissait depuis quelques mois à peine. J'y repensais à notre rencontre, tant d'années auparavant. J'avais 23 ans, lui 25. Nous étions jeunes, idéalistes, persuadés que notre amour pourrait surmonter tous les obstacles. Marc était charmant, attentionné, drôle. Il me faisait rire avec ses imitations et ses histoires loufoques. Nous passions des heures à discuter de tout et de rien, à imaginer notre avenir. Il voulait 3 enfants, une belle maison, un chien. Je voulais voyager, écrire, découvrir le monde. Nous avions trouvé des compromis. Nous avions eu nos 3 enfants, notre belle maison. Le chien aussi, un golden retriever nommé Max qui était mort l'année précédente de vieillesse. Mais les voyages s'étaient limités à quelques semaines de vacances estivales dans le sud de la France, et mes rêves d'écriture s'étaient dissous dans les responsabilités de la vie quotidienne. J'avais abandonné ma carrière de journaliste après la naissance de Thomas. Marc gagnait suffisamment pour que nous puissions vivre confortablement sur un seul salaire, et nous avions convenu ensemble qu'il serait mieux pour les enfants que je reste à la maison. J'avais accepté, me disant que ce n'était que temporaire, que je reprendrais ma carrière une fois les enfants plus grands. Mais les années avaient passé, et finalement, je m'étais résignée à mon rôle de mère au foyer. Je m'étais investie corps et âme dans l'éducation de nos enfants, dans la gestion de notre maison, dans le soutien de la carrière de Marc. Et voilà où cela m'avait menée. À 48 ans, seule dans un salon trop grand, abandonnée pour une version plus jeune de moi-même. Je me levai et marchai vers le miroir accroché dans l'entrée. Mon reflet me renvoya l'image d'une femme fatiguée, vieillie, aux premiers cheveux gris soigneusement cachés sous une couleur châtain. Des rides s'étaient creusées autour de mes yeux et de ma bouche,
témoin des années passées à sourire, à rire, à vivre. Mon corps avait changé aussi, les 3 grossesses et les années ayant laissé leur marque. Je n'avais plus la taille fine et les formes fermes de mes 20 ans. J'étais devenue une femme mûre, avec ses rondeurs et ses imperfections. Était-ce donc cela le problème? N'étais-je plus assez jeune, assez belle, assez désirable pour mon propre mari? Cette pensée me révolta. J'avais sacrifié ma jeunesse, ma carrière, mes ambitions pour notre famille. Et lui me reprochait maintenant de vieillir? Je me mis à arpenter la maison comme une furie, arrachant au passage les photos où Marc apparaissait. Je les jetai toutes dans une boîte en carton que je descendis à la cave, incapable de supporter plus longtemps son regard souriant sur ces clichés d'un bonheur révolu. Le téléphone sonna vers minuit. C'était Emma, notre fille. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Papa vient de m'appeler en pleurs, disant qu'il avait tout gâché. Emma avait hérité de mon tempérament calme et réfléchi. Elle était toujours celle qui jouait les médiatrices dans les conflits familiaux. Mais cette fois, il n'y aurait pas de médiation possible. Ton père a une liaison, Emma. Depuis plusieurs mois. Avec une collègue de travail. Ce soir, au restaurant, devant nos amis, il m'a humiliée et il est parti. Voilà ce qui s'est passé. Le silence au bout du film confirma qu'Emma ne s'attendait pas à une telle révélation. Oh maman, finit-elle par murmurer. Je suis tellement désolée. Je prends le premier train demain matin. Je viens te voir. Non, Emma. Tu as tes examens la semaine prochaine. Tu dois te concentrer sur tes études. Je vais bien, mentis-je. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour digérer tout ça. Mais Emma insista et nous convînmes qu'elle viendrait le week-end suivant. Après avoir raccroché, je me demandais s'il fallait prévenir les garçons également. Finalement, je décidai d'attendre le lendemain. J'étais trop épuisée émotionnellement pour revivre cette conversation 2 fois de plus. J'y montai me coucher dans notre chambre, mais l'idée de dormir dans le lit que j'avais partagé avec Marc pendant tant d'années me révulsait. Je pris un oreiller et une couverture et m'installai dans la chambre d'amis. Le lit était étroit et le matelas inconfortable, mais au moins, cette pièce n'était pas imprégnée de souvenirs douloureux. Je ne dormis pratiquement pas cette nuit-là, ressassant en boucle les événements de la soirée et tous les moments de notre vie commune qui prenaient maintenant une signification différente. Combien de fois Marc m'avait-il menti? Combien de soi-disant réunions de travail étaient en réalité des rendez-vous galants avec Mélanie? Combien de messages d'amour avait-il échangé avec elle pendant que je lui préparais son dîner? Le lendemain matin, je me réveillai avec une terrible migraine et les yeux gonflés par les larmes. Marc n'était toujours pas rentré. Son téléphone était éteint et mes messages restaient sans réponse. Vers 10 heures, alors que je buvais mécaniquement mon 3e café de la matinée, la sonnette retentit. C'était Sophie, les bras chargés de viennoiseries et d'un air coupable. Je ne pouvais pas te laisser seule aujourd'hui, déclara-t-elle en pénétrant dans la maison. Julien est parti au travail et j'ai décidé que tu avais besoin de moi. Nous nous installâmes dans la cuisine et Sophie me raconta tout ce qu'elle savait. L'affaire avait commencé en juin, lors d'un séminaire d'entreprise à Marseille. Marc et Mélanie avaient été assignés au même groupe de travail et avaient passé 3 jours ensemble. À son retour, Marc était différent, plus distant avec moi mais aussi plus énergique, comme rajeuni. Sophie avait remarqué les changements mais n'y avait pas prêté attention sur le moment. C'est Julien qui a découvert la vérité en premier, continua Sophie. Il a croisé Marc et Mélanie dans un restaurant à Paris en septembre. Ils étaient en train de s'embrasser. Julien a confronté Marc qui lui a tout avoué. Il a supplié Julien de ne rien me dire, promettant que c'était juste une passade et qu'il mettrait fin à cette relation. Évidemment, il n'en a rien fait. Je me sentis trahi non seulement par mon mari mais aussi par mes amis qui avaient gardé le secret. Sophie lut la déception sur mon visage et s'empressa de s'excuser. Nous pensions bien faire, Isabelle. Marc nous avait convaincus qu'il allait arrêter, que te révéler la vérité ne ferait que te blesser inutilement. Nous avons été naïfs. Je m'en veux tellement. Je comprenais leur dilemme, même si j'aurais préféré être mise au courant plus tôt. Au moins, j'aurais pu me préparer, prendre des décisions, protéger mes intérêts. Au lieu de cela, j'avais été prise au dépourvu, humiliée publiquement, laissée dans le rôle de l'épouse stupide qui ne voit rien venir. Marc finit par rentrer en fin d'après-midi. Il avait une mine défaite, les yeux rouges, les vêtements froissés.
Il ressemblait à un homme brisé, mais je n'éprouvais aucune pitié pour lui. Sophie était partie 1 heure auparavant, me laissant seule pour affronter cette confrontation inévitable. Isabelle, il faut qu'on parle, commença-t-il d'une voix hésitante. Maintenant tu veux parler ? Répliquai-je sèchement. Hier soir, tu m'as abandonnée au restaurant après m'avoir insultée devant tout le monde. Tu crois vraiment que tu mérites que je t'écoute ? Marc s'effondra sur une chaise de la cuisine, la tête entre les mains. Je suis désolée pour hier soir. J'ai complètement disjoncté. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Tu n'es ni vieille ni insupportable. Mais tu as une liaison avec une femme de 32 ans, l'interrompis-je. Alors ne me dis pas que tu ne pensais pas ce que tu disais. C'est exactement ce que tu penses. Je suis devenue la vieille épouse ennuyeuse pendant que mademoiselle Mélanie représente la jeunesse et l'excitation. Marc releva la tête, surpris que je connaisse le nom de sa maîtresse. Sophie m'a tout raconté, expliquai-je devant son regard interrogateur. Juin à Marseille, les mois de mensonges, les rendez-vous secrets. Tout. Ce qui suivit fut la conversation la plus difficile de ma vie. Marc m'avoua qu'il était tombé amoureux de Mélanie, qu'avec elle il se sentait revivre, qu'elle le faisait se sentir jeune et désirable. Il prétendait que notre mariage était devenu une routine étouffante, que nous n'étions plus que des colocataires partageant une maison et des souvenirs. Tu ne t'es jamais dit que c'était normal après 23 ans de mariage ? M'exclamai-je. Que l'amour évolue, se transforme ? Qu'il faut travailler pour maintenir la flamme ? Non, monsieur a préféré la solution de facilité, trouver une nouvelle conquête qui n'a pas encore découvert tous tes défauts. Marc essaya de se défendre, arguant qu'il avait essayé de résister, qu'il avait lutté contre ses sentiments mais qu'il n'y était pas parvenu. Cette Mélanie était sa dernière chance de bonheur, disait-il. À 50 ans, il ne voulait pas passer le reste de sa vie dans un mariage sans passion. Ces mots me transpercèrent comme des poignards. Ainsi donc, notre mariage était sans passion ? Toutes ces années que nous avions passées ensemble ne comptaient plus ? Les nuits blanches à veiller nos enfants malades, les vacances en famille, les projets de rénovation de la maison, les fous rires partagés, tout cela n'était qu'une routine étouffante à ses yeux. Je veux le divorce, déclarai-je d'une voix ferme qui me surprit moi-même. Si tu es tellement amoureux de cette fille, alors va vivre avec elle. Mais ne t'attends pas à ce que je reste là à t'attendre si jamais tu te rends compte que tu as fait une erreur monumentale. Marc sembla choqué par ma détermination. Il avait probablement espéré que je le supplierais de rester, que je lui proposerais une thérapie de couple, que j'accepterais de faire des efforts pour le reconquérir. Mais j'avais trop de fierté pour cela. S'il voulait partir, alors qu'il parte. Je ne le retiendrai pas. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et de démarches administratives. Marc quitta la maison pour s'installer temporairement dans un hôtel, le temps de trouver un appartement. J'appelai Thomas et Lucas pour leur annoncer la nouvelle. Leurs réactions furent différentes. Thomas, toujours pragmatique, me demanda si j'avais besoin d'aide financière ou d'un avocat. Lucas, plus émotif, pleura au téléphone, me disant qu'il ne pourrait plus jamais regarder son père de la même façon. Emma arriva le vendredi soir comme promis. Elle me prit dans ses bras longuement, sans dire un mot. Sa présence était réconfortante. Nous passâmes le week-end à discuter, à pleurer, à essayer de comprendre comment nous en étions arrivés là. Emma était en colère contre son père, mais aussi inquiète pour moi. Comment allais-je faire financièrement ? Allais-je chercher du travail après toutes ces années ? Où allais-je vivre si la maison devait être vendue dans le cadre du divorce ? Ces questions pratiques que j'avais évitées jusque-là me frappèrent de plein fouet. Je n'avais pas travaillé depuis 25 ans. Qui voudrait embaucher une femme de 48 ans sans expérience professionnelle récente ? Mes compétences en journalisme étaient complètement obsolètes à l'ère des réseaux sociaux et du digital. J'avais des économies personnelles, certes, mais elles ne dureraient pas éternellement. Et puis il y avait la maison, cette grande demeure qui était bien trop vaste pour moi seule mais qui représentait tant de souvenirs. Le lundi suivant, je pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit de la famille. Maître Durand était une femme d'une 50aine d'années, au regard perçant mais bienveillant. Elle écouta patiemment mon histoire, prenant des notes de temps à autre. Lorsque j'eus terminé, elle posa son stylo et me regarda droit dans les yeux. Madame Mercier, vous êtes en position de force dans cette situation. Votre mari a une liaison avérée, il vous a abandonné.
Dans le cadre d'un divorce, vous pouvez demander une prestation compensatoire conséquente, surtout étant donné que vous avez sacrifié votre carrière pour vous occuper des enfants. La maison, si elle a été acquise pendant le mariage, sera partagée ou vous pourrez peut-être la racheter si vous le souhaitez. Ces mots me réconfortèrent quelque peu. Au moins, je ne me retrouverai pas à la rue. Maître Durand m'expliqua en détail les procédures de divorce, les documents nécessaires, les délais à prévoir. Elle me conseilla également de commencer à rassembler toutes les preuves de l'infidélité de Marc, même si je ne pensais pas que ce serait nécessaire puisqu'il l'admettait lui-même. En rentrant chez moi, je trouvai un message de Marc sur le répondeur. Il voulait passer récupérer des affaires et me proposait de venir le lendemain matin. J'acceptai, même si l'idée de le revoir me nouait l'estomac. Lorsqu'il arriva le lendemain, accompagné de 2 valises vides, l'atmosphère était glaciale. Nous échangeâmes à peine quelques mots. Il monta dans notre ancienne chambre et commença à rassembler ses vêtements, ses livres, ses objets personnels. Je le regardais faire depuis le seuil de la porte, les bras croisés. Comment un homme peut-il défaire 23 ans de vie commune en 1 heure à peine ? Chaque vêtement plié et rangé dans la valise me semblait effacer un peu plus notre histoire. Lorsqu'il referma les valises, il se tourna vers moi, l'air hésitant. Isabelle, je sais que tu ne veux probablement pas l'entendre, mais je ne regrette pas ce qui nous est arrivé. Oui, j'ai mal agi. Oui, j'aurais dû te parler avant de me lancer dans cette relation. Mais Mélanie me rend heureux d'une façon que je n'ai plus ressentie depuis des années. Ces mots étaient censés être honnêtes, je suppose, mais ils ne firent qu'attiser ma colère. Alors tant mieux pour toi, Marc. J'espère que votre bonheur durera. Mais ne viens pas pleurer quand tu réaliseras que les relations basées sur la trahison et le mensonge ne sont pas des fondations solides pour construire quoi que ce soit. Marc attrapa ses valises et quitta la maison sans un regard en arrière. Je le regardais partir depuis la fenêtre du salon, le cœur étrangement léger. Pour la première fois depuis cette soirée désastreuse au restaurant, je ressentais autre chose que de la douleur et de la colère. Je ressentais du soulagement. Les semaines qui suivirent furent une montagne russe émotionnelle. Certains jours, je me sentais forte, déterminée à reconstruire ma vie. D'autres jours, je ne parvenais même pas à sortir du lit, submergée par la tristesse et le sentiment d'échec. Sophie venait me voir régulièrement, m'encourageant à sortir, à voir du monde, à reprendre goût à la vie. Mais je n'étais pas prête. J'avais besoin de faire mon deuil de ce mariage, de cette vie que j'avais construite et qui s'était effondrée. Un après-midi de décembre, alors que je triais des vieux cartons à la cave, je tombais sur mes anciens articles de journalisme. Je les avais soigneusement conservés dans une boîte, comme des reliques d'une vie passée. Je m'assis par terre, au milieu du désordre de la cave, et me mis à les relire. Ils n'étaient pas mauvais, réalisai-je avec surprise. J'avais du talent à l'époque. J'aimais écrire, raconter des histoires, enquêter. Pourquoi avais-je abandonné tout cela ? Cette découverte fut comme une révélation. J'avais passé 25 ans à mettre mes rêves de côté pour soutenir ceux de Marc et élever nos enfants. Maintenant que les enfants étaient grands et que Marc était parti, qu'est-ce qui m'empêchait de reprendre le fil de mes propres ambitions ? J'avais 48 ans, certes, mais j'avais encore potentiellement 30 ou 40 ans devant moi. Allais-je les passer à me morfondre sur un mariage raté ou allais-je enfin vivre pour moi ? Cette nuit-là, je dormis d'un sommeil réparateur pour la première fois depuis des semaines. Le lendemain matin, je me levai avec une détermination nouvelle. Je pris une douche, m'habillai soigneusement, et me rendis à la bibliothèque municipale. Je passai la journée à me renseigner sur les évolutions du journalisme, les nouveaux médias, les blogs, les réseaux sociaux. Le monde avait changé depuis mes débuts dans la profession, mais l'essence même du journalisme restait la même, raconter des histoires vraies qui touchent les gens. J'ai décidé de créer un blog. J'y raconterai mon histoire, celle d'une femme de 48 ans qui reconstruit sa vie après un divorce. Je parlerai de la trahison, de la douleur, mais aussi de la résilience et de l'espoir. Peut-être que mon expérience pourrait aider d'autres femmes dans la même situation. Je passai les jours suivants à concevoir le blog, à rédiger mes premiers articles, à apprendre les bases du référencement et des réseaux sociaux. Le blog fut lancé début janvier, au moment où la procédure de divorce était officiellement entamée. Je l'avais baptisé Renaissance à 48 ans. Les premiers articles parlaient de mon mariage, de la trahison de Marc, de mes émotions contradictoires.
J'écrivais avec une honnêteté brutale, ne cachant ni mes faiblesses ni mes doutes. À ma grande surprise, le blog rencontra rapidement un certain succès. Des femmes du monde entier me contactaient pour me remercier, me raconter leurs propres histoires, me dire que mes mots les aidaient à traverser leurs propres épreuves. Cette reconnaissance me fit un bien immense. Je n'étais plus juste l'épouse abandonnée, la femme qui n'avait pas su garder son mari. J'étais devenue une voix pour toutes ces femmes qui se sentaient invisibles, délaissées, jugées parce qu'elles vieillissaient. Je recevais des dizaines de messages chaque jour, et je prenais le temps de répondre à chacun d'eux. Ces échanges me nourrissaient autant qu'ils nourrissaient mes lectrices. En février, alors que l'hiver parisien battait son plein et que les arbres dénudés reflétaient parfaitement l'état de mon âme encore meurtrie, je reçus un appel inattendu. C'était Madame Leroux, la directrice des ressources humaines d'un magazine féminin en ligne assez connu. Elle était tombée sur mon blog et souhaitait me rencontrer pour discuter d'une éventuelle collaboration. Mon cœur bondit dans ma poitrine. Une opportunité professionnelle ? Après toutes ces années, le rendez-vous eut lieu dans les bureaux du magazine, situé dans le 10e arrondissement de Paris. Madame Leroux était une femme élégante d'une 60aine d'années, aux cheveux gris parfaitement coiffés et au regard vif. Elle m'expliqua qu'il cherchait justement quelqu'un pour tenir une chronique sur la vie des femmes de plus de 40 ans, leurs défis, leurs victoires, leurs réalités. Mon blog correspondait exactement à ce qu'il recherchait. Nous publions beaucoup de contenu destiné aux jeunes femmes, m'expliqua-t-elle. Mais nous avons négligé un lectorat énorme, les femmes mûres qui ont des histoires passionnantes à raconter et qui méritent d'être entendues. Votre voix pourrait être exactement ce dont nous avons besoin. Je quittai ce bureau avec un contrat de chroniqueuse freelance, 2 articles par mois à publier sur leur plateforme. Le salaire n'était pas mirobolant, mais c'était un début. Plus important encore, c'était la reconnaissance que mes mots avaient de la valeur, que mon expérience comptait. Je flottais littéralement en rentrant chez moi ce soir-là. Mars arriva avec ses premiers signes de printemps. Les bourgeons apparaissaient timidement sur les arbres et les journées commençaient à rallonger. J'avais l'impression de renaître en même temps que la nature. Mes chroniques dans le magazine remportaient un franc succès et mon blog continuait de croître. J'avais même été invitée à participer à quelques podcasts et émissions de radio pour parler de mon parcours. Lentement mais sûrement, je me reconstruisais. Et la procédure de divorce avançait également. Marc et moi étions parvenus à un accord à l'amiable concernant le partage des biens. Je garderais la maison en échange d'une compensation financière moindre. Marc semblait pressé d'en finir, probablement pour pouvoir officialiser sa relation avec Mélanie. Maître Durand m'avait prévenu qu'il faudrait encore plusieurs mois avant que le divorce ne soit prononcé, mais au moins, les choses progressaient. Un soir d'avril, alors que je rédigeais un article sur la reconstruction de soi après une séparation, je reçus un message sur les réseaux sociaux. C'était de la part d'une certaine Valérie Dubois qui se présentait comme une ancienne collègue de Marc. Elle souhaitait me parler de quelque chose d'important concernant mon mari. Intriguée et un peu méfiante, j'acceptai de la rencontrer dans un café près de chez moi le lendemain. Valérie était une femme d'environ 40 ans, blonde, élégante, au visage marqué par une certaine amertume. Lorsque nous fûmes installés avec nos cafés, elle alla droit au but. « Je suis désolée de vous déranger, Madame Mercier, mais je pense que vous devez savoir certaines choses. Marc et moi avons eu une liaison il y a 3 ans. Ça a duré environ 6 mois avant qu'il ne rompe brutalement, prétextant qu'il se sentait trop coupable vis-à-vis de vous et des enfants. J'y restais bouche bée. 3 ans ? Marc me trompait depuis au moins 3 ans ? Et peut-être même plus longtemps ? Valérie continua son récit, m'expliquant comment Marc l'avait séduite lors d'un séminaire d'entreprise, exactement comme avec Mélanie. Il lui avait raconté que son mariage était mort, qu'il ne restait avec moi que par sens du devoir, qu'il n'attendait que le bon moment pour demander le divorce. Après que Marc m'ait quitté, j'ai appris par des collègues qu'il était maintenant avec Mélanie, poursuivit Valérie. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert qu'il y avait eu d'autres femmes entre moi et elle. Au moins 2 que je connais. Marc a un schéma, Madame Mercier. Il séduit des collègues plus jeunes, leur fait croire qu'il va quitter sa femme pour elle, puis il rompt quand la relation devient trop contraignante. Sauf que cette fois, avec Mélanie, il semble être allé plus loin. Je me sentis nauséeuse. L'homme avec qui j'avais partagé ma vie pendant 23 ans était un menteur compulsif, un séducteur en série. Combien de fois m'avait-il trompé ? Combien de femmes y avait-il eu ?
Et moi qui pensais que Mélanie était une exception, une histoire d'amour inattendue qui lui avait fait perdre la tête. En réalité, ce n'était qu'une de plus dans une longue liste de conquêtes. Pourquoi me racontez-vous tout ça maintenant ? Demandai-je à Valérie, la voix tremblante. Parce que j'ai appris que vous étiez en train de divorcer et je me suis dit que vous aviez le droit de connaître la vérité. Marc m'a brisé le cœur. J'avais quitté mon compagnon pour lui, persuadé qu'il allait divorcer. Quand il m'a larguée, j'ai fait une dépression. J'ai perdu mon travail à cause de ça. Je ne veux pas que d'autres femmes souffrent à cause de lui. J'ai remercié Valérie pour son honnêteté, même si ses révélations me dévastaient. De retour chez moi, j'appelai immédiatement Maître Durand pour lui faire part de ces nouvelles informations. Elle me conseilla de contacter Valérie officiellement pour obtenir un témoignage écrit qui pourrait servir dans la procédure de divorce. Ces preuves d'infidélité répétées pourraient jouer en ma faveur pour obtenir une prestation compensatoire plus importante. Les jours suivants furent difficiles. J'avais cru toucher le fond, mais apparemment, il y avait encore des profondeurs insoupçonnées à explorer. L'homme que j'avais aimé, que j'avais épousé, le père de mes enfants, était un étranger. Je ne le connaissais pas du tout. Pendant toutes ces années où je m'occupais de notre foyer et de nos enfants, lui multipliait les conquêtes extraconjugales. J'avais été ridiculement naïve, aveuglée par ma confiance et mon amour. Mais étrangement, après le choc initial, je ressentis une forme de libération. Je n'avais plus à me demander si j'étais responsable de l'échec de notre mariage, si j'avais manqué à mes devoirs d'épouse, si j'aurais pu faire quelque chose différemment pour le retenir. Marc était simplement quelqu'un d'incapable de fidélité. Cela n'avait rien à voir avec moi, avec mon apparence ou mon âge. Il aurait trompé n'importe quelle femme, même la plus jeune et la plus belle. J'ai décidé de consacrer mon prochain article de blog à cette révélation. J'y parlais de la trahison sous toutes ses formes, des mensonges qui s'accumulent année après année, de l'importance de faire confiance à son instinct. Combien de fois avais-je eu des doutes que j'avais étouffés, me reprochant d'être trop méfiante ou trop jalouse ? Mon intuition essayait de me prévenir, mais je refusais de l'écouter. L'article devint viral. Des milliers de femmes se reconnurent dans mon histoire et partagèrent leurs propres expériences de trahison. Certaines avaient découvert les infidélités de leurs conjoints après des décennies de mariage. D'autres avaient choisi de fermer les yeux, préférant l'illusion d'un mariage stable à la vérité douloureuse. Les commentaires affluaient, créant une véritable communauté de femmes qui se soutenaient mutuellement. En mai, alors que Paris se parait de ses plus belles couleurs printanières, je reçus une proposition encore plus intéressante. Une maison d'édition souhaitait publier un livre basé sur mon blog et mes chroniques. L'éditrice, Madame Fontaine, voyait dans mon parcours le potentiel d'un témoignage qui pourrait aider des milliers de femmes. Elle me proposa un contrat avec une avance conséquente. J'acceptai sans hésiter. L'écriture du livre devint mon nouveau projet. Je passais mes journées à écrire, à structurer mes pensées, à approfondir mon analyse de ce qui m'était arrivé. C'était thérapeutique d'une certaine façon. En mettant des mots sur ma douleur, je parvenais à la transcender, à lui donner un sens. Je n'étais plus une victime passive mais une survivante qui transformait son épreuve en force. Thomas, Emma et Lucas étaient fiers de moi. Ils voyaient leur mère se reconstruire, devenir une femme indépendante et accomplie. Les relations avec Marc s'étaient considérablement détériorées. Les enfants lui en voulaient énormément, particulièrement après qu'ils aient appris l'existence des multiples liaisons. Lucas refusait même de lui parler. Emma avait accepté de le voir une fois, principalement pour lui dire ce qu'elle pensait de son comportement. Seul Thomas maintenait un contact minimal, principalement par sens du devoir filial. Quant à Marc, les nouvelles que j'entendais par le biais de connaissances communes n'étaient pas réjouissantes. Sa relation avec Mélanie battait déjà de l'aile. Apparemment, la jeune femme avait découvert qu'elle n'était pas la première et avait commencé à douter de la sincérité de Marc. Il y avait eu des disputes, des scènes, des menaces de rupture. L'idylle parfaite qu'il s'était imaginée se révélait être bien plus compliquée que prévu. Sophie me rapporta même que Mélanie l'avait contactée pour lui poser des questions sur moi, sur notre mariage, essayant probablement de comprendre dans quoi elle s'était embarquée. Sophie lui avait dit la vérité. Marc était un homme charmant mais profondément égoïste, incapable de s'engager vraiment, toujours à la recherche de la prochaine conquête qui lui ferait se sentir jeune et désiré. En juin, 6 mois après cette soirée désastreuse au restaurant, le divorce fut prononcé.
Je me rendis au tribunal avec Maître Durand, Marc était présent avec son propre avocat. Nous nous regardâmes à peine. Le juge prononça la dissolution de notre mariage et entérina les termes de notre accord. Je gardais la maison, Marc me versait une prestation compensatoire conséquente, et nos comptes étaient définitivement séparés. En sortant du tribunal, je ressentis un mélange d'émotions contradictoires. De la tristesse pour ces 23 années qui se terminaient ainsi, mais aussi du soulagement d'en avoir fini avec cette partie de ma vie. Je remarquai que Marc avait pris un coup de vieux. Il semblait fatigué, stressé, ses cheveux grisonnaient plus qu'avant. La vie avec Mélanie n'était manifestement pas le paradis qu'il avait espéré. L'été arriva et avec lui, de nouvelles opportunités. Le magazine pour lequel je travaillais me proposa un poste permanent de rédactrice en chef adjointe. J'acceptai avec enthousiasme. Mon livre était en cours de finalisation et devait sortir en librairie en septembre. J'avais également été invitée à donner plusieurs conférences sur le thème de la reconstruction après un divorce et de l'émancipation des femmes de plus de 40 ans. Un soir de juillet, alors que je profitais de la douceur de l'été sur ma terrasse avec un verre de vin blanc, mon téléphone sonna. C'était Marc. Je faillis ne pas répondre, mais la curiosité l'emporta. Isabelle, j'ai besoin de te parler, commença-t-il d'une voix hésitante. Nous n'avons plus rien à nous dire, Marc. Le divorce est prononcé. Chacun peut maintenant vivre sa vie. S'il te plaît, écoute-moi juste une minute. C'est important. J'y soupirai mais acceptai de l'écouter. Marc m'expliqua que sa relation avec Mélanie était terminée. Elle l'avait quitté après avoir découvert qu'il avait tenté de séduire une nouvelle stagiaire dans son entreprise. Il se retrouvait seul, dans son petit appartement, et réalisait l'ampleur de ce qu'il avait perdu. J'ai fait une terrible erreur, Isabelle. Tu me manques. Les enfants me manquent. Notre vie ensemble me manque. Je voudrais qu'on essaie de se donner une seconde chance. J'y restai silencieuse un long moment, laissant ces mots flotter dans l'air chaud de cette soirée d'été. Il y a un an, peut-être même 6 mois auparavant, j'aurais peut-être été tentée d'accepter. Par habitude, par peur de la solitude, par désir de retrouver la sécurité de ma vie d'avant. Mais j'avais changé. J'avais découvert qui j'étais vraiment en dehors de mon rôle d'épouse et de mère. J'avais retrouvé mes ambitions, ma voix, ma force. Marc, répondis-je calmement, je ne ressens plus rien pour toi. Ni amour, ni haine, ni même du ressentiment. Tu es devenu un étranger. La femme que tu as abandonnée au restaurant n'existe plus. Elle est morte ce soir-là. À sa place, il y a une nouvelle Isabelle, plus forte, plus indépendante, qui n'a pas besoin de toi pour être heureuse. Mais nous avons 23 ans d'histoire commune, plaida-t-il. On ne peut pas effacer ça comme ça. Tu as raison, nous avons une histoire commune. Et cette histoire s'est terminée lorsque tu as décidé de me tromper à répétition pendant des années, puis de m'humilier publiquement. Je ne veux plus jamais revivre ça. Je te souhaite sincèrement de trouver ton bonheur, Marc, mais ce ne sera pas avec moi. J'y ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient légèrement, mais mon cœur était étrangement calme. J'avais tourné la page définitivement. Marc appartenait à mon passé, un passé que je pouvais maintenant regarder avec une certaine sérénité, ayant compris les leçons qu'il m'avait enseignées. Les mois suivants furent une période de croissance intense. Mon livre sortit en septembre et rencontra un succès inattendu. Il grimpa rapidement dans les listes des meilleures ventes, touchant une corde sensible chez des milliers de femmes qui se reconnaissaient dans mon histoire. Les interviews et les dédicaces s'enchaînaient. J'étais devenue, malgré moi, une sorte de porte-parole pour les femmes de plus de 40 ans qui refusaient de se laisser définir par leur âge ou leur statut marital. En octobre, 1 an exactement après cette soirée fatidique au restaurant, je participais à une émission de télévision populaire pour parler de mon parcours. Sur le plateau, face à la présentatrice qui me posait des questions sur ma reconstruction, je réalisais à quel point j'avais changé. La femme brisée et humiliée d'il y a 1 an avait laissé place à quelqu'un de confiant, d'articulé, de passionné par son travail et sa mission. L'animatrice me demanda si je regrettais mon mariage avec Marc. Je réfléchis un instant avant de répondre. Non, je ne regrette pas. Ces 23 années m'ont donné 3 enfants merveilleux et des souvenirs précieux. Mais je ne regrette pas non plus qu'il se soit terminé. Parfois, il faut perdre quelque chose pour découvrir qui on est vraiment. Marc m'a libéré sans le savoir. Il m'a forcé à me réinventer,
et je lui en suis presque reconnaissante aujourd'hui. Cette déclaration fit le tour des réseaux sociaux. Des femmes du monde entier me contactèrent pour me remercier de leur avoir donné du courage, de l'espoir. Certaines avaient quitté des relations toxiques après avoir lu mon livre. D'autres avaient repris des études ou lancé leur propre entreprise. Mon histoire était devenue un catalyseur de changement pour beaucoup. En novembre, je reçus une invitation surprenante. Une université américaine souhaitait que je vienne donner une série de conférences sur l'émancipation féminine et la reconstruction identitaire après un divorce. C'était l'opportunité de voyager, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que j'avais sacrifié pour ma famille. J'acceptai sans hésitation. Le voyage aux États-Unis fut une révélation. Je découvris de nouvelles cultures, rencontrai des femmes inspirantes du monde entier, élargis mes horizons. Pendant 3 semaines, je donnais des conférences dans différentes universités, participais à des tables rondes, partageais mon expérience avec des audiences variées. Partout où j'allais, je rencontrais des femmes qui avaient vécu des expériences similaires et qui trouvaient dans mon témoignage la force de continuer. À mon retour en France, juste avant Noël, je me sentais transformée. J'avais enfin réalisé mon rêve de voyager et de toucher les gens avec mes mots. Mon travail au magazine était florissant, mon blog continuait de croître, et un 2e livre était déjà en préparation. Financièrement, j'étais indépendante et confortable. Émotionnellement, j'étais en paix. Les enfants vinrent passer Noël avec moi. Nous eûmes une célébration simple mais joyeuse, sans la tension des années précédentes où il fallait gérer les tensions entre Marc et moi. Thomas m'avoua qu'il n'avait jamais vu notre famille aussi saine et authentique. Emma me remercia d'avoir été un exemple de force pour elle. Lucas me dit qu'il était fier que je sois sa mère. Le soir du réveillon, après que les enfants furent montés se coucher, je m'installai dans le salon avec une tasse de thé, contemplant le sapin que nous avions décoré ensemble. Il y a 1 an, j'étais dévastée, brisée, ne voyant aucun avenir devant moi. Aujourd'hui, je me sentais plus vivante que jamais, débordante de projets et d'espoir. Mon téléphone vibra. C'était un message de Sophie. Elle m'informait que Marc et Mélanie avaient finalement repris leur relation. Apparemment, après plusieurs mois de séparation, ils avaient décidé de se donner une nouvelle chance. Elle me demandait si cette nouvelle me perturbait. J'y souris en tapant ma réponse. Non, Sophie. Marc peut faire ce qu'il veut de sa vie. J'ai la mienne maintenant, et elle est belle. Je leur souhaite d'être heureux, sincèrement. Leur histoire ne me concerne plus. Et c'était la vérité. Je n'éprouvais plus aucune amertume envers Marc. Il avait été le catalyseur dont j'avais besoin pour me réveiller d'une vie qui, je le réalisais maintenant, ne me convenait pas vraiment. J'avais passé tant d'années à me conformer aux attentes de la société, à jouer le rôle de l'épouse parfaite et de la mère dévouée, que j'en avais oublié qui j'étais réellement. En janvier de la nouvelle année, je pris une décision importante. J'allais vendre la maison. Elle était trop grande pour moi seule et trop remplie de souvenirs d'une vie révolue. Je trouvais un charmant appartement dans le Marais, avec une vue sur les toits de Paris et assez d'espace pour un bureau où je pourrais écrire. Le déménagement eut lieu en mars, et ce fut symboliquement la dernière étape de ma transformation. Mon appartement était un reflet de la nouvelle Isabelle. Moderne, lumineux, rempli de livres et d'objets ramenés de mes voyages. Il n'y avait aucune photo de Marc, seulement des clichés de mes enfants et de mes amis. Sur mon bureau trônait mon ordinateur portable sur lequel je continuais d'écrire, de partager, de connecter avec des milliers de femmes à travers le monde. Un soir d'avril, lors du vernissage d'une exposition d'une amie artiste, je rencontrai Philippe. C'était un homme de 53 ans, professeur de littérature à la Sorbonne, récemment veuf après avoir perdu sa femme d'un cancer 2 ans auparavant. Nous commençâmes à discuter devant un tableau abstrait et la conversation se poursuivit pendant des heures. Philippe était cultivé, sensible, drôle. Il avait lu mon livre et me dit qu'il l'avait trouvé courageux et inspirant. Nous échangeâmes nos numéros et commençâmes à nous voir régulièrement, d'abord pour des cafés, puis pour des dîners, des visites de musées, des balades dans Paris. Philippe ne cherchait pas à me séduire de manière agressive. Il était simplement présent, attentif, respectueux. Lentement, une amitié sincère se développa entre nous, et avec le temps, quelque chose de plus profond émergea. Je n'étais pas pressé de m'engager dans une nouvelle relation. J'avais appris à apprécier ma solitude, mon indépendance. Mais Philippe ne menaçait ni l'une ni l'autre.
Il comprenait que j'avais besoin d'espace, de temps, de liberté. Il avait ses propres passions, ses propres amis, sa propre vie. Nous nous retrouvions quand nous en avions envie, sans pression, sans attentes étouffantes. En mai, lors d'un week-end à Deauville, nous devînmes amants. C'était différent de tout ce que j'avais connu avec Marc. Philippe était attentionné, patient, curieux de mes désirs. Il me faisait me sentir belle et désirable, non pas malgré mon âge mais dans toute ma complexité de femme mûre. Avec lui, je n'avais pas l'impression de devoir être jeune ou parfaite. Je pouvais simplement être moi-même. Mon deuxième livre sorti en juin, 2 ans presque jour pour jour après la soirée qui avait changé ma vie. Ce nouveau livre parlait de la reconstruction, de la renaissance, de la découverte de soi à un âge où la société voudrait nous faire croire que notre vie est derrière nous. Il fut accueilli aussi chaleureusement que le premier, confirmant que ma voix trouvait un écho profond chez les femmes. Un après-midi d'été, alors que je déjeunais en terrasse avec Philippe, je croisai Marc par hasard. Il était avec Mélanie, et il semblait en pleine dispute. Marc me vit et sembla hésiter à s'approcher. Finalement, il vint vers notre table, laissant Mélanie seule quelques mètres plus loin. Isabelle, comment vas-tu demanda-t-il maladroitement. Très bien, Marc. Je te présente Philippe. Les 2 hommes se serrèrent la main poliment. Marc jeta un coup d'œil à Philippe, puis à moi, et je vis dans ses yeux qu'il réalisait à quel point j'avais changé. Je rayonnais de bonheur et de confiance en moi. Je n'étais plus la femme brisée qu'il avait abandonnée. J'ai lu tes livres, dit Marc après un silence gêné. Ils sont très bien écrits. Tu as toujours eu du talent. Merci. J'aurais aimé le découvrir plus tôt, mais mieux vaut tard que jamais. Marc hocha la tête, visiblement mal à l'aise. Il marmonna quelques platitudes sur les enfants, puis retourna vers Mélanie qui l'attendait avec un visage fermé. Philippe posa sa main sur la mienne et me sourit. Ça va demanda-t-il doucement. Oui, répondis-je sincèrement. Ça va même très bien. C'était la vérité. Voir Marc ne provoquait plus en moi ni douleur ni colère. Il n'était qu'un chapitre clos de mon existence, un personnage d'une histoire passée. Ma vie était maintenant tournée vers l'avenir, vers de nouvelles aventures, de nouvelles découvertes. L'été passa dans une succession de moments heureux. Je voyageais avec Philippe en Italie, visitant Florence, Rome, Venise. Nous passions nos journées à explorer des musées, à déguster des spécialités locales, à nous perdre dans les ruelles anciennes. Les soirées, nous les occupions à discuter de littérature, de philosophie, de nos vies respectives. Philippe me racontait son histoire avec sa défunte épouse, leur amour profond, la douleur de la perte. Je partageais mon parcours, mes blessures, ma renaissance. En septembre, je reçus une proposition inattendue d'une chaîne de télévision qui souhaitait développer une émission basée sur mon travail. L'idée était de créer un talk show où des femmes viendraient partager leurs histoires de reconstruction après des épreuves diverses, divorce, deuil, maladie, licenciement. Je serais l'animatrice et la productrice exécutive. C'était une opportunité énorme et effrayante à la fois. J'en discutais longuement avec Philippe, avec mes enfants, avec Sophie. Tous m'encouragèrent à saisir cette chance. Emma me dit quelque chose qui me marqua profondément. Maman, pendant toute mon enfance, je t'ai vu te sacrifier pour nous. Maintenant, il est temps que tu vives pour toi. Fais le. J'acceptai la proposition et la production de l'émission débuta en octobre. C'était un travail intense, exigeant, mais incroyablement gratifiant. Chaque semaine, je rencontrais des femmes extraordinaires qui avaient surmonté des épreuves terribles et qui s'en étaient sorties plus fortes. Leurs histoires m'inspiraient et me rappelaient la résilience incroyable dont les êtres humains sont capables. L'émission fut lancée en janvier et rencontra rapidement un succès d'audience impressionnant. Les téléspectateurs étaient touchés par l'authenticité des témoignages et par l'atmosphère bienveillante que je m'efforçais de créer. Les réseaux sociaux s'enflammaient après chaque diffusion, des milliers de femmes partageant leurs propres histoires dans les commentaires. En mars, 3 ans après le divorce, je reçus un coup de fil de Thomas. Papa aimerait te voir, annonça-t-il. Il dit qu'il a quelque chose d'important à te dire. J'hésitai. Qu'est-ce que Marc pouvait bien vouloir encore ? Mais la curiosité l'emporta et j'acceptai de le rencontrer dans un café neutre, en plein après-midi. Quand Marc arriva, je fus choquée par son apparence. Il avait beaucoup vieilli, ses cheveux étaient presque entièrement gris, et il semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Merci d'avoir accepté de me voir, commença-t-il en s'asseyant.
Je sais que tu ne me dois rien, mais j'avais besoin de te parler. Je suis là, Marc. Que veux-tu me dire? Il prit une profonde inspiration avant de commencer. Mélanie et moi avons définitivement rompu il y a 6 mois. Elle m'a quitté pour un homme de son âge. Elle m'a dit que je l'avais déçue, que je n'étais pas l'homme qu'elle croyait. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Je ne dis rien, attendant qu'il continue. J'ai passé ces derniers mois à réfléchir à ma vie, à mes choix. J'ai consulté un thérapeute qui m'a aidé à comprendre certaines choses sur moi-même. J'ai réalisé que j'ai passé ma vie à fuir. À fuir mes responsabilités, mes engagements, mes peurs. Je cherchais constamment la validation externe, la preuve que j'étais encore jeune, encore désirable. Et dans cette quête, j'ai détruit tout ce qui avait vraiment de la valeur dans ma vie. Notre mariage, la confiance de nos enfants, ma propre intégrité. Sa voix se brisa légèrement et il dut s'interrompre pour reprendre contenance. Je l'observais sans émotion particulière, consciente que ce moment était important pour lui, mais qu'il ne changerait rien pour moi. Marc continua, les yeux brillants de larmes contenues. Je ne suis pas venu pour te demander de me pardonner, Isabelle. Je ne mérite pas ton pardon. Je suis venu pour te présenter mes excuses les plus sincères. Pour tout. Pour les mensonges, les trahisons, l'humiliation que je t'ai infligée ce soir au restaurant. Pour toutes ces années où je te trompais pendant que tu t'occupais de notre famille. Pour avoir gâché quelque chose de beau par pur égoïsme. J'y pris une gorgée de mon café, laissant ces mots flotter entre nous. Finalement, je parlais, ma voix calme et mesurée. Marc, j'apprécie que tu aies fait cette démarche. Vraiment. Cela montre que tu as au moins commencé un travail sur toi-même. Mais tu dois comprendre que ces excuses, aussi sincères soient-elles, ne changent rien à ce qui s'est passé. Tu as fait tes choix, j'ai fait les miens. Nous avons tous les deux évolué, dans des directions différentes. Je sais, murmura-t-il. Je le sais. Mais je voulais que tu saches que j'ai compris maintenant à quel point tu étais exceptionnel. En te perdant, j'ai perdu la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et le pire, c'est que je ne m'en suis rendu compte que quand il était trop tard. Je souris doucement, sans amertume. Tu sais, Marc, pendant longtemps, j'ai attendu que tu me dises exactement ces mots. Si vous voulez voir la suite de cette histoire, commentez « Je veux voir » et attendez la vidéo de la partie 2 sur notre chaîne.